Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. Je suis ravie de vous retrouver après la grande pause estivale et j'espère avoir un petit peu plus de régularité pour poster de nouveaux épisodes. Mais comme vous allez le découvrir dans cet épisode, c'est pas forcément une bonne idée de se mettre des contraintes et de se fixer un cadre trop restreint. Donc j'ai modifié légèrement le format, il n'y a plus de générique de début, plus de générique de fin, on fait plus simple avec moins de montage. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette formule un petit peu plus brute vous parle autant, vous paraît mieux, moins bien. Et puis moi, je prends toujours en compte les avis pour essayer de m'améliorer en permanence, tout en faisant quelque chose qui correspond quand même à ce que je veux moi, en fait, à ce qui me plaît moi, puisque c'est important pour continuer, je pense, dans une action, dans une activité, dans une création, que ça nous plaise avant tout, sinon ça perd de son sens. Aujourd'hui, on va parler de ce qui nous emmène de l'idée à l'action, ou comment est-ce qu'on peut agir conformément à qui nous sommes, à ce qu'on est, à ce qu'on a envie de développer, et aussi à la direction dans laquelle on a envie d'aller. Donc j'ai bien conscience que ce titre, de l'idée à l'action, comment agir conformément à qui nous sommes, il a une drôle de connotation, il y a un côté un peu mi-philosophie, ça va encore, hein, mais aussi mi-développement personnel, ce qui peut être nettement plus gênant. Mais je tiens à vous rassurer, le podcast reste toujours axé sur le yoga, donc aujourd'hui on va parler de yoga. Comme vous le savez déjà, si vous lisez tout ce que je publie, ou si vous écoutez les podcasts ou que vous regardez les vidéos que je fais régulièrement, vous savez que le yoga, en tout cas dans ma pratique, dans ma manière de le transmettre, c'est pas une gymnastique un petit peu fadasse qu'on va pratiquer dans des salles bondées sur des tapis de toutes les couleurs. Ça, c'est simplement la manifestation d'une infime partie d'un système de pensée qui est très riche et également hétérogène et qu'on a décidé de réunir sous le terme un petit peu fourre-tout de yoga. Alors si ce mot il semble échapper aux définitions, il cristallise quand même un certain nombre de clichés et de croyances. Mais voilà, je ne vais pas m'engager sur ce sujet qui peut durer très longtemps. On va laisser toutes ces digressions sémantiques pour aujourd'hui et considérer que le terme de yoga qu'on va utiliser aujourd'hui voudra dire pour nous un système philosophique qui implique différents types de pratiques qui engagent le corps, le contrôle de la respiration et aussi la conscience de l'activité mentale. Le but de toutes ces pratiques, c'est d'entrer en lien avec qui nous sommes vraiment et de voir, peut-être ensuite d'agir sur la manière dont fonctionne le monde et comment l'interaction entre ces deux espaces qui ont bon nombre de points communs peut se faire de la façon la plus harmonieuse possible. Donc ce fameux yoga, il nous donne des clés, pas seulement pour nous contorsionner sur un tapis, hein, mais aussi pour nous connaître. Et c'est pas un but qui est purement égoïste. Après, même le terme d'égoïsme, il peut être soumis à interprétation. C'est pas forcément quelque chose qui est vu de façon négative, mais bon, c'est surtout une façon d'expérimenter une forme de bonheur. Donc ça peut être vu comme quelque chose pour soi, mais ça nous permet aussi de contribuer au monde de la meilleure façon possible. C'est, si on peut dire, la proposition d'une collaboration gagnant-gagnant. C'est très commercial ce terme, mais c'est complètement ça. C'est essayer de connaître son essence, sa place, et ensuite s'appliquer à l'occuper pleinement. On pourrait dire à être complètement soi. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut faire pour mener une vie plus alignée avec qui on est profondément? C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors il y a certainement des milliers de façons d'approcher ces questions, surtout dans le champ assez large de ce qu'on appelle ici yoga. Moi j'en ai choisi une qui me parle particulièrement et qui pour l'instant, en tout cas d'après les recherches que j'ai pu faire, les lectures que j'ai pu faire, n'a pas encore été très développée. C'est la prise en compte de trois dimensions que sont l'élan du désir, la connaissance vraie et l'action juste. Pour les connaisseurs, les yogis, aguerris et les sanskritistes, ces trois termes, vous les connaissez, ils sont généralement nommés Icha, qu'on va traduire par désir, Jnana, connaissance, et Kriya, action. Alors les traductions sont imparfaites, évidemment, on va prendre le temps de définir tous ces termes après. Donc cette triade, Icha, Jnana, Kriya, elle est parfois utilisée pour définir ce qu'est l'énergie. Je vous propose de commencer par évoquer le contexte dans lequel ces termes ils vont prendre leurs racines et on pourra ensuite chercher à les développer pour ensuite envisager des solutions concrètes qui vont permettre de donner corps à toutes ces belles idées.
Là, je suis pas en train de vous faire un plan pour ma rédaction, hein. Je propose une illustration vraiment de ces principes dans la structure même de ce podcast. C'est-à-dire qu'on va commencer par voir quel désir motive à se renseigner, à envisager un changement, à prendre une décision, etc. Ensuite, on va voir qu'il est nécessaire de se renseigner par tous les moyens à notre disposition pour prendre une décision qui sera éclairée. Et puis vient ensuite le temps de l'action, qui n'est pas, en tout cas dans le cas de Kriya, hein, c'est pas un acte ordinaire, c'est un acte qui sera éclairé par la lumière de la connaissance. Donc ici, on fait allusion à une connaissance qui n'est pas forcément celle qu'on va acquérir dans des livres avec des maîtres, etc. Ça peut être une connaissance d'ordre intuitif, ça peut être une connaissance imparfaite, mais en tout cas, c'est une forme d'éclairage, on va dire, hein, qui sera portée sur l'objet à observer. J'insiste bien sur le fait que la transmission du yoga qui est faite ici, c'est pas en tant que pratique, mais comme façon d'appréhender le monde et de s'envisager soi dans cet environnement. L'aspect pratique vient ensuite parce que toutes ces idées qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place dans notre quotidien, c'est des choses qui vont pouvoir se traduire en action. Et je vais essayer au maximum dans ce podcast de vous donner des exemples concrets pour illustrer ces principes. Donc on a différents courants de yoga, ça je pense que vous êtes au courant, il y a plusieurs écoles, il y a des variantes, comme vous voulez. Il y en a beaucoup et ici je discute pas du tout la valeur de chacune d'entre elles. Pour ma part, je ne parle que de ce que je connais, et ce que je connais de façon certainement limitée et parcellaire, hein. Moi, je suis dans un courant du yoga tantrique, duquel est issu le hatha yoga, tel qu'on le pratique aujourd'hui, même si la forme qui est mise en avant, c'est seulement un avant-goût des enseignements les plus transformateurs. Donc voilà, tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là, dans cet enseignement-là. Le tantrisme, c'est une proposition qui est pratique pour les gens qui vivent dans le monde. C'est ce qui va le distinguer des formes de yoga qui sont plus ascétiques, qui là vont supposer un retrait du monde, un retrait des obligations mondaines. Même si c'est assez difficile de donner une définition parfaite, on a une chose sur laquelle on va s'accorder, c'est que le tantrisme propose une métaphysique dans laquelle le couple conscience-énergie, ces deux pôles, va occuper une place essentielle. Donc conscience-énergie, ça va pouvoir être Shiva Shakti. On a plusieurs façons de les nommer, mais c'est toujours la même réalité qui est derrière. Le tantrisme, enfin la coloration tantrique, qu'on va pouvoir ensuite appliquer à différentes choses, va proposer des pratiques. C'est assez loin des dogmes et de l'intellectualisation excessive. Toutes les pratiques teintées de tantra vont avoir cette particularité de ne pas imposer une vision rigide de ce qui est profane et de ce qui est sacré. Ensuite, toutes les autres facettes du tantrisme vont pouvoir s'exprimer dans différents cadres, dans différentes religions ou différents systèmes de pensée. On parlera très souvent de yoga tantrique ou de bouddhisme tantrique, ça c'est des choses qui sont connues du grand public, mais dans l'absolu, il faut bien garder en tête qu'on pourrait prendre l'adjectif tantrique et l'appliquer à n'importe quoi. On pourrait avoir, j'ai pas trop envie de parler de toutes les religions, mais un christianisme tantrique, on a une forme de jainisme qui pourrait être tantrique. Voilà, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quoi, certainement un stoïcisme tantrique. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc c'est pas un système de pensée qui est figé, c'est plutôt une coloration, un filtre, une ambiance qui va venir nuancer les différents systèmes religieux ou philosophiques qui sont déjà existants. La coloration tantrique, elle va permettre de mettre l'accent sur ce qu'il y a de concret, sur l'alchimie. Il y a un lien qui est très fort entre alchimie et tantrisme. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur le sujet que je vous mets dans la description. Donc l'alchimie, la transformation. Et puis, ça va permettre aussi de soulever des questions nécessaires. Et ça pourra nous aider à mieux vivre. Pas seulement grâce aux réponses, mais plutôt grâce au chemin qu'on va devoir parcourir quand on va se poser ces différentes questions. Donc ne pensez pas seulement en termes de ligne d'arrivée, ça serait vraiment se priver de l'essentiel, mais essayez de penser en termes de chemin et de sentir que l'enseignement, il se fait dans ce cheminement et pas en pensant être arrivé quelque part. Voilà pour le contexte. On va revenir à notre triangle de l'énergie, à ces trois composantes que sont Icha, Jnana et Kriya. Donc c'est des principes qui forment un triangle dans le sens où les trois vont être liés. On va modifier la position de l'un, ça va impacter la forme de notre triangle. Donc vous savez, je ne suis pas une grande fan de l'utilisation du terme énergie, c'est vraiment quelque chose que j'évite de dire,
sauf quand j'essaye, voilà, je parle avec des gens avec qui j'ai pris le temps de définir ce terme auparavant. Et puis parfois, c'est vrai que ça amène des simplifications quand on a envie de discuter de tous ces sujets. Mais voilà, moi j'ai envie de vous proposer quelques mots pour en esquisser les contours parce que je prétends pas non plus expliquer parfaitement ce que c'est. Énergie, ici, on va l'utiliser dans le sens de quelque chose qui permet de se mouvoir, qui permet de mettre oui, une forme de mouvement, de dynamisme, ou encore ce qui va revêtir une forme qu'on sera en capacité d'appréhender. Donc on va voir ces trois composantes qui nous intéressent ici, et puis essayer, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, de leur donner corps pour qu'elles ne restent pas de vagues concepts, mais qu'elles viennent vraiment s'incarner dans notre expérience, dans notre quotidien. Alors on va commencer avec Icha. Icha, c'est ce qui va précéder, c'est une impulsion, c'est un jaillissement de l'être, comme une pulsion de l'expression de soi. Il faut d'abord se reposer dans la conscience pour avoir cette impulsion. Ça ne peut pas naître d'un esprit qui sera troublé ou agité. Il y a des choses qui vont pouvoir émerger d'un esprit troublé, mais on ne pourra pas dire, on ne pourra pas qualifier ça d'Icha. Quand on va exercer une activité qui est nourrie par Icha, elle va nous régénérer au lieu de nous fatiguer. Et sans Icha, finalement, on a, je ne vais pas dire qu'on n'a pas du tout de joie de vivre, mais en tout cas, on perd cette saveur, cette étincelle, vous savez, cette exaltation qu'on peut ressentir parfois. Cette impulsion, elle a quelque chose de similaire avec la spontanéité de l'enfant. Alors on peut se demander, pour savoir si c'est Icha, qu'est-ce que dirait un enfant dans chaque cas face à certaines situations. Il aurait envie de s'adonner à une activité pour le plaisir qu'elle lui procure. Il ne va pas être dans le calcul. Et le but, ça sera simplement de profiter de la joie de cet instant. On met souvent l'accent sur l'action désintéressée en yoga avec plein de belles théories, et puis on cite la Bhagavad Gita. Et le problème, souvent, à mon sens, c'est qu'on prend les choses à l'envers. Alors, on n'a pas seulement à travailler pour apprendre à agir de façon désintéressée. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile parce que ça te suppose un changement violent. Alors, ce que j'entends par là, c'est que l'action désintéressée, ça serait une action qui n'est faite que pour elle-même. C'est-à-dire qu'on va aimer l'acte, on va chercher en tout cas à aimer l'acte, et on ne va pas l'accomplir uniquement dans le but d'en recueillir les fruits. Une partie de nos efforts peut être consacrée à ça, à s'appliquer à aimer le processus et pas seulement le but évidemment, mais on pourrait aussi diriger une partie de ces efforts pour savoir ce qui nous anime profondément. Plutôt que de se forcer à aimer un processus, essayer de voir les processus qui déjà à l'origine nous plaisent. Donc là, je ne parle pas de la super mission de vie qui va magiquement donner un sens à votre existence. Je ne parle pas des idées non plus, de ce que vous pensez qui donne du sens à l'existence, mais de ce qui est vraiment. Pour savoir ce qui compte actuellement pour vous, je sais qu'il y a plein de coachs, de gens qui font du développement personnel et autres qui proposent de s'asseoir devant une feuille et d'écrire nos valeurs, nos objectifs, trouver des réponses. Mais moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on va avoir ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a réellement et ce qui est un reflet de notre quotidien et de ce qui est réellement là. Ce qu'on va écrire sur cette feuille, c'est ce à quoi on aspire, mais pas forcément ce qui nous anime profondément. Sachant que ce qui nous anime aujourd'hui n'est pas forcément ce qui nous animera demain, et peut-être qu'aujourd'hui on est guidé par des peurs, peut-être qu'on est guidé par des choses qui sont pas ce à quoi on a envie de consacrer notre temps, mais avant d'aller changer quoi que ce soit, je pense que c'est important de faire une sorte de bilan, hein. Donc la manière la plus simple de se mettre en contact avec cette réalité, ça serait de regarder quelles sont vos actions au quotidien et ce qui les motive. Par exemple, si vous travaillez 15 heures par jour et que vous vous dites en même temps que votre famille passe avant tout, c'est peut-être vrai parce que ce sacrifice au travail, il peut être fait pour subvenir aux besoins de la famille. Et peut-être pas, peut-être que c'est simplement, vous aimez l'idée de vous occuper davantage de votre famille, de passer plus de temps avec eux, mais en réalité, aujourd'hui, votre travail, il vous captive. Vous avez très envie d'y passer du temps, c'est quelque chose qui vous épanouit davantage que la vie de famille. Ou peut-être que ce travail, il vous accapare parce que vous êtes plein de peur, plein d'incertitudes sur l'avenir. Et donc, en réalité, peut-être que ce qui prime, c'est pas la vie de famille, mais c'est la sécurité, la stabilité. Il y a des dizaines de possibilités, et tout ça, je le dis vraiment sans aucun jugement, hein. C'est juste un exemple, un cas que j'ai pris pour illustrer que cette réflexion profonde
sur nos buts et nos aspirations, c'est finalement quelque chose d'assez simple. Il suffit de quelques jours d'observer ce que vous faites, vos actions, leurs motivations, et vous connaîtrez forcément vos préoccupations entre guillemets du moment. Ensuite, libre à vous de les modifier, de satisfaire les besoins profonds de manière différente, ou encore de continuer à agir de la même façon parce que c'est votre choix ou parce que vous n'avez pas le choix. Mais voilà, toute cette digression que je viens de faire là, c'est pour vous dire qu'Itcha, il ne va pas se contrôler. Itcha émerge. On ne décide pas de s'éprendre de quelqu'un. Il faut qu'il y ait une étincelle pour que le feu prenne. Et ça va être Itcha. Ça va être une étincelle qui sera brève, fugace, insaisissable, incontrôlable, mais qui va nous prendre et à laquelle on ne peut pas se dérober. Ou alors on se dérobe et on se trahit. Quand on baigne dans Itcha, c'est une sorte de lune de miel. Le temps où tout va sembler parfait, l'enthousiasme dans un nouveau travail, un nouveau partenaire, une nouvelle activité. Ou alors super simple, j'ai vu une grand-mère tout à l'heure qui s'extasiait parce qu'elle avait essayé une nouvelle marque de yaourt. Donc on peut dire qu'elle est en lune de miel avec cette nouvelle marque de yaourt. Donc là, on vient de définir la première pointe de notre triangle d'une certaine manière. La seconde, c'est la connaissance, enfin ce qu'on traduit souvent par connaissance. C'est peut-être un petit peu réducteur, mais bon, jnana, c'est la lumière de la connaissance qui va venir pondérer ce feu de joie. Jnana, c'est un petit peu le moule, la contrainte créative qui va permettre d'évaluer si le feu va pouvoir durer sur le long terme. Donc jnana, c'est la connaissance qui peut prendre diverses formes. C'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, c'est pas seulement le savoir au sens d'apprentissage, c'est l'intelligence, la finesse, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'intuition aussi. Alors l'information qui nous arrive par tous les moyens et qui est à notre disposition, on considère que c'est jnana. Pour qu'Itcha puisse être activé, c'est-à-dire pour que cette poussée, cet élan primordial ne rejoigne pas le cimetière des idées avortées. Et là, peut-être que pour vous aussi, mais le mien, il est immense. On compte même plus les idées qui n'étaient que des velléités, qui n'ont pas pu voir le jour, hein, ne serait-ce qu'un petit peu. Il n'y a pas eu du tout d'énergie injectée dedans. Donc il faut pour ça, pour pas avoir que des idées qui restent au stade d'idées, que cet élan primordial il soit modelé par jnana, la force de la connaissance. Maîtriser la forme et se soumettre ensuite à une discipline, ça permet ensuite l'expression d'Itcha. Si on ne fait pas ça, l'énergie ne sera jamais dirigée. On va reprendre notre exemple de l'enfant, par exemple, hein, qui est enthousiaste à l'idée de dessiner. Alors avec Itcha, s'il y a uniquement Itcha, il va prendre une feuille et il va barbouiller. Vous l'avez sûrement fait, puis si vous avez des enfants, vous voyez ce que ça peut donner. Et avec Jnana, ensuite, il va apprendre à faire des formes, les harmonies de couleurs, il va apprendre la perspective. Ça, c'est tout ce qui est connaissance pure, mais il va aussi apprendre peut-être des choses plus personnelles, par exemple, à exprimer ce qu'il traverse. Et tout ça, ça sera ce qui permettra de mettre en forme. Donc on voit Jnana de façon très positive, mais dans cette phase de recueil des connaissances, il va falloir veiller à ajouter juste assez de bois pour que l'étincelle d'Itcha puisse s'épanouir. Si on en apporte trop tout de suite, c'est-à-dire si on étouffe l'élan créatif sous le poids des contraintes, il ne va pas pouvoir perdurer. Je pense que la plupart de nos élans s'arrêtent ici. En réalité, alors c'est normal hein, que tous les élans ne soient pas nourris de façon égale. Il y a un tri qui va se faire, ça c'est évident. Mais s'il n'y a aucune graine qui se transforme en arbre, jamais, il faut peut-être regarder si on n'a pas tendance à écraser toutes les jeunes pousses. Si vous avez déjà essayé d'allumer un feu, c'est très parlant, hein. Si vous commencez à avoir une étincelle, il va falloir ajouter la bonne quantité de bois, souffler dessus, ajouter le bon type de bois aussi. Parce que si vous vous contentez de mettre un gros tas de bois par-dessus votre petite flamme, ça va tout éteindre. Et ben c'est exactement la même chose, le même risque avec Jnana qui vient étouffer cet élan de départ. Alors là, les puristes me diraient que Jnana, c'est pas ça, c'est pas uniquement. Enfin, qu'il n'y a pas de danger, entre guillemets, avec Jnana. Donc, effectivement, si notre connaissance était parfaite, il n'y aurait absolument aucun danger. Mais là, j'essaie de ramener à quelque chose de très basique, à quelque chose qui est dans notre quotidien. Et Jnana, tel qu'on le conçoit nous, Jnana avec notre connaissance limitée, puisqu'a priori, si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes peut-être pas encore éveillé, et ben voilà, nous, on court un risque quand même parce que rien n'est pur. Notre Ishcha, notre Jnana, notre Kriya,
rien n'est pur. Peut-être que notre Icha parfois est pur, peut-être qu'on a cet élan qui est extrêmement fort et de toute façon c'est quelque chose de tellement bref que c'est certainement très pur dans le sens, alors pas une pureté morale, mais pur dans le sens de non mélanger, il n'y a rien qui vient perturber cette étincelle de départ. Mais Jnana, c'est pas forcément le cas. Jnana, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le plus long terme. Ça va aussi passer à travers le prisme de nos limites, de nos incompétences, de tout ce qu'on ne comprend pas. Il y aura une forme nécessairement imparfaite dans ce qu'on appellera nous Jnana. Alors personnellement, je crois que ma limite, elle est vraiment là. Les élans sont très nombreux, mais ensuite, il y a une envie impérieuse de mettre en forme un désir de structure qui est tellement fort que ces élans vont être très rapidement trop contraints pour se développer. Je sais qu'on est tous différents, il y en a certains qui vont mettre trop peu de structure, d'autres qui vont pas mettre la structure de la bonne manière. Chacun va ensuite avoir sa façon de travailler la matière brute qui sera issue d'Itcha. Et chacun, en fonction de sa personnalité, de ses habitudes, va avoir des travers ou des qualités, des capacités pour développer ça. Il n'y a pas de réponse toute faite. Vous commencez à en avoir l'habitude, hein, je propose jamais de réponse, simplement des questions. Et c'est vraiment une invitation à ce que chacun se questionne, essaie de s'approprier ces concepts et voit de quelle manière très concrètement ça peut faire écho dans sa vie. La réponse, elle ne peut être que personnelle, en tout cas pour une réponse appropriée, pour une réponse qui est loin de tout ce que vous pouvez lire, entendre, consommer comme contenu. La réponse, elle ne peut venir que de vous. L'observation, c'est vraiment la meilleure conseillère. Et avant de rectifier, je vous conseille vivement de reconnaître le terrain. Donc si on a franchi les deux premières épreuves, la première à laquelle on peut pas grand-chose, c'est pas complètement vrai. On peut donner les conditions nécessaires à l'émergence d'Itcha, mais c'est difficile de la produire sur commande. Mais bon, disons on a eu Itcha qui s'est présenté, on a réussi à mettre en forme avec Jnana. Ensuite, ce qui va permettre la matérialisation de cette idée, ce qui va permettre de donner de la densité, c'est Kriya, l'action. Donc on va quand même noter une différence entre karma, alors là on est sur les termes sanscrits, mais c'est important de le noter, je crois, parce que c'est très parlant. Il y a une différence entre karma, qui serait l'action motivée par le résultat. Et ça, finalement, ça va venir restreindre notre liberté, parce qu'on sera désormais attaché à un but. Et on peut aussi distinguer donc kriya, qui est un acte libre, donc quelque chose qui, entre guillemets, hein, ne produit pas de karma, qui sera une action libre, spontanée, sans calcul, qui va pas laisser de traces, entre guillemets, dans le sens où cette action, elle sera faite pour elle-même. Elle va pas occuper l'esprit une fois réalisée. Et au lieu d'être obnubilé par un but à atteindre, on va simplement poser une brique pour le plaisir de cet acte, même si ça ne sert pas à construire un mur plus tard. Alors dit comme ça peut paraître assez absurde, mais on peut imaginer ça autrement. Peut-être, moi par exemple, j'ai grandi au bord de la mer et j'ai passé des heures, mais même adulte, hein, à construire des châteaux de sable. Et je savais très bien que ça n'avait aucune durabilité, que ça n'aurait aucun impact sur le monde, mais simplement pour le plaisir de construire, de travailler cette matière, d'avoir une idée, de lui donner forme. Et je pense qu'on a tous nos châteaux de sable, finalement, ces activités auxquelles on va s'adonner pour le seul plaisir, sans être dans la quête d'une réalisation, d'une forme de gain ou d'une forme aussi de reconnaissance. La pratique du yoga elle-même, ou toute autre pratique spirituelle qui sera effectuée comme une offrande et qui serait faite dans la joie et débarrassée de toute forme de calcul, ce serait kriya. On voit que ça fait quand même beaucoup de conditions à remplir, quelque chose qui est fait donc avec cette sensation désintéressée, dans la joie pour le seul plaisir de l'action, sans notion de calcul. Ça ne veut pas dire que ça ne portera aucun fruit, ça ne veut pas dire que si ça porte des fruits, on refusera de les goûter. Ça veut simplement dire que la motivation principale pour notre action n'est pas la récolte de ces fruits. La notion de karma ici, elle est centrale. Vous savez, j'ai une petite allergie aux termes sanscrits qui sont passés dans le langage courant et qui ont été souvent simplifiés à l'extrême. Donc je ne parle pas de karma comme d'un retour de bâton. Le karma, c'est pas un comptage de points qui va permettre ensuite de mesurer le poids de notre âme au jugement dernier. C'est simplement l'ordre des choses,
Le fait qu'une cause peut entraîner diverses conséquences, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et nous, on peut, à notre petit niveau, et puis en fonction de l'objet, bien entendu, hein, on va pouvoir très souvent orienter la tournure des événements en fonction de notre force, de notre influence, de notre détermination et de l'objet extérieur. Donc le but du jeu de la vie, s'il y en a un, ça va pas être de produire une quantité incroyable de bon karma, c'est-à-dire s'enchaîner au monde par de nombreuses actions qui seront jugées positives, mais ça serait plutôt de privilégier des actions libres et spontanées, les expressions pures d'Itcha, au profit de celles qui seront réalisées de façon calculée. L'action qui va générer une sensation de contraction, de fermeture, on ne peut pas dire que ce soit une action libre. Si on est toujours dans l'attente d'un résultat, d'une réciprocité, d'une reconnaissance, il y a vraiment une part de nous qui est enchaînée parce qu'elle est, dans ce cas, dépendante du résultat. Si on reprend notre exemple de l'enfant qui dessine, parce que pour moi c'est un exemple magnifique de spontanéité, d'élan, euh, c'est comme si le dessin réalisé, il était fait uniquement pour qu'on nous complimente. Si on reprend un exemple plus yogique, entre guillemets, hein, c'est la personne qui va faire du yoga pour maigrir ou pour éliminer le stress, sans prendre aucun plaisir dans l'action du yoga. Ça va être la personne qui va entretenir un jardin pour se nourrir, mais qui va prendre aucun plaisir à cultiver, ou celle qui va juste le faire pour impressionner les voisins avec ses jolies fleurs. Ça va être la personne qui fait une randonnée dans la douleur, qui n'en peut plus, simplement parce qu'on lui a dit qu'il y avait un beau paysage, ou alors c'est la personne qui va faire cette randonnée pour prendre de belles photos et dire qu'elle l'a fait. Vous avez compris, hein, chacun va avoir ses exemples. Et puis on a chacun des actes sur lesquels on a une plus grande propension à agir simplement dans le but d'obtenir un résultat. Et c'est normal. Je pense que dans notre vie actuelle, on ne peut pas se dire je n'accomplis que des actions désintéressées. Le propos n'est pas là, c'est pas de juger, de tout faire changer, simplement de vous amener à prendre conscience de ces distinctions, à prendre conscience de nos fonctionnements, et ensuite ça vous permettra peut-être, si vous le décidez, d'amener des changements. Le monde actuel, il nous pousse beaucoup dans ces travers. Il y a une nécessité croissante de productivité, de linéarité aussi, de régularité, d'optimisation du temps. Il n'y a pas de place pour cette action spontanée, pour la beauté qui va pouvoir toucher nos sens. Il n'y a pas d'espace pour le vide d'une certaine manière. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire, si on le souhaite, pour retrouver la voie de cette action spontanée? Parce que cette action, elle nous amène énormément de bonheur, de sens, de profondeur. C'est ça qui donne le sel de l'existence. Si on est simplement en train de planifier les actions qui doivent être faites, si on considère tout simplement dans la perspective de goûter les fruits, finalement, il y a assez peu de place pour l'expression de soi, pour l'existence même. On devient de simples exécutants, on est simplement en train d'accomplir un plan, de cheminer vers un but, on perd ce qui fait notre qualité d'être humain d'une certaine manière. Donc ce que je partage ici, c'est pas des recettes magiques, c'est le fruit d'une réflexion personnelle, parce que tout ce que je vous donne dans ce podcast, c'est pas des sujets de réflexion philosophique, c'est vraiment des questions pratiques que je me suis posées. Et puis très souvent, je me questionne sur, à travers le prisme du yoga, comment est-ce qu'on peut répondre à nos problématiques modernes. Vivre le yoga au quotidien, c'est vraiment, c'est comme ça que j'ai appelé mon dernier livre, et c'est vraiment ce qui me tient à cœur de partager. Un yoga qui serait réservé à une élite, réservé au monde des idées, pour moi, serait assez peu intéressant. Même si on peut faire un reproche à ça, hein, d'essayer de le faire coller à nos vies ordinaires, à nos vies quotidiennes, c'est que d'une certaine manière, on va le dénaturer, entre guillemets. Mais je pense que c'est important d'essayer de faire cet effort en sachant que c'est pas parfait, c'est pas toujours parfaitement conforme au texte. Je crois que c'est intéressant de faire cet exercice. Donc je vais vous donner quelques pistes que j'ai explorées moi-même pour essayer de ramener de la spontanéité, pour essayer d'accomplir le processus complet, de laisser émerger Icha, de donner une forme juste avec Jnana, et ensuite d'aller jusqu'au stade de Kriya qui serait la matérialisation de ces élans. La première chose à faire, je crois, c'est vraiment de se foutre la paix. Ça, c'est à mon sens le meilleur conseil qu'on puisse donner, mais il est finalement difficile à appliquer. Ça serait de ne pas transformer ses loisirs en moments productifs.
Par exemple, si vous faites de la musique, ça serait faire de la musique uniquement pour la joie que ça procure, pour vous immerger dans le son, pour le plaisir d'être en contact avec votre instrument, le plaisir, si vous jouez en groupe, d'avoir ce lien porteur avec d'autres musiciens, et pas uniquement pour gagner sa vie avec son groupe, pas uniquement pour gagner tel concours. La différence, elle est là, et se demander régulièrement si on apprécie le chemin ou si on est seulement en quête d'un but. Ça, c'est un travail de chaque instant, puisque c'est quelque chose qui va évoluer à chaque instant dans nos vies et qui va être différent évidemment avec chacune des activités qu'on pratique. Alors bien sûr, la recherche d'une compétition, si elle est saine évidemment, la recherche d'un but à accomplir, c'est pas quelque chose qu'on va exclure complètement. Ça donne des objectifs, ça structure la vie. Sans jnana, on n'a pas de possibilité de mettre en forme durablement, pas de possibilité de faire grandir l'étincelle d'Icha. Euh, donc c'est important aussi d'avoir cette notion de planification et d'objectif. Mais tout est question de dosage, et ce dosage, il est propre à chacun. Personnellement, je suis très motivée par les accomplissements, parce que je voue une sorte de culte à l'ordre, enfin une certaine forme d'ordre, hein, qui est liée ici au rangement des idées, peut-être plus qu'au rangement des espaces. Donc pour m'épanouir, ça va être vraiment important que je vérifie régulièrement ma feuille de route. Le cadre, il doit être assez large, il ne doit pas être étouffant. Il y a des disciplines, par exemple, où je me moque complètement du résultat. Par exemple, je joue très très mal du piano, mais ça je m'en fiche parce que c'est mon activité détente. Mon but, ça va jamais être de me produire devant un public, sauf peut-être si j'attends un TGV à la gare et qu'il y a un piano à côté. Mais là, ça sera juste pour le plaisir de jouer. Ça sera pas en me disant oh là là, j'espère que je vais faire aucune fausse note et que les gens vont trouver ça extraordinaire. Voilà, donc pour cette activité, le piano, il n'y a ni plan, ni contrainte, ni cours. Il n'y a aucune façon de mettre en forme, il n'y a aucune notion de contrainte dedans. En revanche, par exemple, pour l'écriture, je vais avoir plusieurs projets littéraires sur le feu. Ça va donc être nécessaire d'offrir à ces projets un cadre un petit peu mieux défini. Donc dans un premier temps, c'est intéressant ça, cette question, se demander qu'est-ce qui pour moi est une activité où l'espace sera complètement libre, où le champ sera complètement libre, et quelles sont les activités dans lesquelles j'ai envie de m'épanouir de façon parfaitement libre et spontanée. La deuxième proposition, ça serait que vous ne considériez pas ce podcast comme un simple divertissement, et si vous avez envie d'aller dans cette observation de vous-même, sentir que ces concepts, Itcha, Jnana, Kriya, c'est porteur d'une transformation. Donc la proposition serait de garder en tête ce triangle et d'ausculter, si le cœur vous en dit, chacun de vos projets sous l'angle de ces trois termes, de ces trois, je ne vais pas dire étapes, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est séquentiel, mais sous le prisme de l'étincelle du jaillissement, de la connaissance et de l'action. Donc ça peut être avec des projets qui sont déjà installés depuis longtemps, essayer de percevoir quel était Itcha, quelles sont les conditions d'émergence de cette étincelle, qu'est-ce qui a été fait pour mettre en forme, pour donner de la consistance, et puis ensuite comment est-ce que vous avez été en capacité de matérialiser tout ça. On peut aussi le faire avec des projets qui sont nouveaux, quel que soit le stade. Déjà, essayer de définir à quel stade vous en êtes. Est-ce que c'est simplement une idée qui a émergé? Est-ce que l'envie de mettre en forme est présente? Est-ce que cette envie de mettre en forme, elle est motivée pour le plaisir d'accomplir cette action, ou est-ce que c'est fait uniquement en vue d'un résultat? Et quelles sont les manifestations possibles de ce plan? Il y a quelque chose, à mon sens, qui fait énormément de mal à cette spontanéité, c'est le développement personnel. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Quand j'étais jeune adulte, peut-être encore adolescente, j'ai plongé dans les affres du développement personnel parce que j'étais désespérée dans ma quête de sens. Et comme beaucoup, j'y ai laissé quelques plumes. Il y avait beaucoup d'injonctions, beaucoup de principes qui ont alimenté inévitablement certaines névroses, et puis j'ai remplacé à cette époque l'écoute, qui parfois est douloureuse, par l'injonction, qui est finalement une déresponsabilisation. On s'en remet à quelque chose d'extérieur qui va nous indiquer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On n'est plus du tout relié
à nos sensations, à nos préférences, à nos goûts, à nos particularités, puisqu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui va nous dire, pour aller vers la réussite, je t'offre un plan infaillible. Alors ça vient certainement d'un manque de maturité, un manque de compréhension, une incapacité au recul, à la nuance, très certainement, hein. Parce que voir l'humain comme une machine et sacrifier toutes nos impressions et nos défauts et nos limitations pour aller vers cette efficacité, je pense que c'est se tromper de Dieu d'une certaine manière. En tout cas, c'est une forme de déresponsabilisation. On remet notre pouvoir, euh, pas seulement notre capacité à créer, mais aussi notre capacité à nous écouter. On va remettre tout ça entre les mains de quelqu'un d'autre en nous disant cette personne sait mieux que moi. Et en réalité, non, personne ne sait mieux que vous. Peut-être que vous aurez un jour un maître qui pourra vous aider, vous comprendre, vous permettre d'avancer, mais ce maître, il n'est pas là pour mettre des injonctions, il est là pour vous aider à vous découvrir vous-même. Donc finalement, la personne qui peut savoir, c'est vous. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous prenez toutes les meilleures décisions, ça veut dire que ce potentiel de connaissance, de compréhension, il est à l'intérieur. Et toute connaissance, tout apprentissage qui vous permettra d'aller vers cette intériorité, d'aller vers cette connaissance intime et personnelle, c'est ça qui vous aidera à avancer. Il y a autre chose en lien avec ça, c'est cette nécessité de toujours remplir les espaces vides. Je pense que c'est humain d'avoir peur de ce vide, mais laisser des moments vacants, des moments en suspens dans sa vie, c'est quelque chose qui est essentiel à mon sens. Et pour compléter le dernier point, cet espace de rien et d'écoute de soi, je crois qu'il est complètement nécessaire. Alors ça peut prendre diverses formes, c'est facile, c'est gratuit, et pourtant j'ai l'impression que c'est un luxe qui devient de plus en plus rare. Ça peut sembler ennuyeux, mais ça n'a pas à l'être. Disons que l'ennui, c'est pas un gage d'efficacité dans cette recherche du rien. Par exemple, il y a des personnes qui me disent, moi je médite, je trouve ça terrible, ça m'ennuie, je déteste. Bon, en fait, ces personnes, elles vont avoir des pensées qui vont tourner en boucle. Ça ne veut pas dire que ça n'aura aucun bénéfice de s'astreindre à ces moments d'assise, d'intériorité. Mais bon, si au bout de 50 fois vous trouvez encore ça horrible, peut-être que c'est pas le moment de faire ça. Peut-être que pour vous, il y a une phase où vous aurez besoin d'aller faire une balade au bord de l'eau pour trouver euh, cette intériorité, pour trouver aussi quelque chose de joyeux dans ce vide, dans cette présence à soi. Moi, je crois que ce qui montre que ces moments de vide sont réellement profitables, c'est plutôt qu'au bout d'un moment, on a le crépitement des étincelles d'Itcha qui arrivent. Ça, c'est le signe que ces espaces, ils ont été profondément régénérants et qu'ils ont permis l'émergence d'une part de nous, qu'ils ont permis de rentrer en contact avec quelque chose qui est enfoui à l'intérieur. Donc c'est pas forcément s'asseoir devant une peinture bouddhiste ou je ne sais quoi. C'est s'asseoir à une terrasse de café, c'est se promener, c'est arroser ses plantes, cuisiner, sans rien dans les oreilles évidemment, hein, sans stimulation supplémentaire, mais avec un esprit qui est présent, qui est ouvert, sans tension. C'est ce qu'on pourrait appeler l'état méditatif, mais c'est pas nécessaire de déménager dans une grotte ou de s'asseoir en lotus pour pouvoir goûter à ça. Et puis on a chacun nos façons d'entrer dans cet état, je crois. On a chacun, donc en fonction de notre personnalité, des, euh, des, des activités, des moments qui sont propices à ça. Et puis dans nos phases de vie, ça ne sera pas forcément toujours la même chose. C'est pas parce qu'il y a 10 ans, vous étiez en capacité de méditer 2 heures par jour, qu'aujourd'hui, c'est de la même manière que ce moment de vide, d'intériorité, il va pouvoir s'exprimer. Donc je pense qu'il faut encore une fois rester à l'écoute de nos besoins et de l'évolution de nos besoins. Ces moments de silence, ils vont aussi permettre d'apprendre à reconnaître des sensations d'ouverture et de fermeture. Ça va nous amener à trouver la boussole interne qu'on a tous et qu'on peut apprendre à utiliser pour prendre des décisions. Les panneaux indicateurs sur la route, ils peuvent indiquer une route qui est fausse, ou ça peut aussi vous forcer à prendre une autoroute alors que vous avez envie d'aller sur une petite départementale, vous avez envie de ne pas aller très vite et de profiter du paysage. Donc on ne peut pas faire l'économie de l'écoute de soi. Alors ne pas s'écouter, ça n'a pas forcément des conséquences dramatiques, mais on a vite fait de se retrouver à côté de ses pompes ou dans celle de quelqu'un d'autre.
Et dans ce cas, faire machine arrière, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de courage et d'énergie. Alors que si fréquemment on reste à l'écoute de cette boussole interne, ça permet d'éviter les grands virages brusques. On peut les prendre, ces virages, mais ça déstabilise. Et souvent, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile d'avoir une conduite fluide et d'amener des petits changements, des petites modifications de direction qui seront faciles à faire et beaucoup plus faciles à encaisser aussi. C'est un peu fouillis ce podcast, mais j'ai envie de revenir sur quelque chose qui est à mon sens très important, c'est l'importance de donner un cadre assez large pour l'expression de nos envies profondes, pour l'expression de soi tout simplement. Je vais prendre un exemple. Si vous avez la responsabilité de garder un bébé, vous avez la vie de ce tout petit être turbulent qui rêve de mettre ses doigts dans la jolie prise électrique. Cette vie, elle est entre vos mains. Et donc, vous avez plusieurs options pour éviter qu'il aille faire tout ce qu'il a envie de faire. La première, ça va être de le placer dans un parc, donc avec des barreaux, avec une délimitation, dans lequel vous allez mettre certains de ses jouets, dans lequel il aura un espace assez large. Ça, c'est une solution. Vous pouvez aussi choisir de l'attacher sur un siège. Donc dans le premier cas, il va peut-être râler un petit peu, mais il aura finalement un espace suffisant pour s'épanouir en toute sécurité. Il sera entouré de ses jouets et libre de ses mouvements. Et dans le second cas, il sera emprisonné. Peut-être qu'il aura du mal à respirer, il sera dans la capacité de bouger. Donc vous avez compris, hein, si vous devez vous garder vous-même, c'est peut-être bien de préférer le parc à la chaise. Il y a un besoin de baliser le chemin dans ses moindres détails pour certaines personnes, et ça souvent c'est dû à la peur. Donc je pense que c'est important de regarder quelles sont les rigidités qu'on a et comment est-ce qu'on peut lâcher doucement nos certitudes et notre besoin de contrôle excessif pour aller vers cette recherche d'ouverture, pour desserrer les nœuds et laisser de la place pour qu'Itcha puisse s'exprimer. J'essaye ensuite de ne pas être trop critique par rapport au monde dans lequel on vit. Il comporte beaucoup d'avantages. Bon, personnellement, j'ai parfois l'impression que je ne suis pas née à la bonne époque parce que j'ai beaucoup tendance à critiquer cette vitesse dans laquelle on est, cette obligation de productivité. Bon, ça a peut-être été comme ça tout le temps, mais je pense vraiment que tout ce qui est technologie, c'est très positif, hein, je dis pas le contraire, mais ça va aussi alimenter cette fuite en avant, ce besoin de toujours plus, ce besoin de rapidité, d'immédiateté. C'est quelque chose que je trouve extrêmement anxiogène. Et ce qu'on fait souvent aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on ne se laisse pas le temps de digérer les choses. On est négligent avec tout ce qui n'est pas physique aussi parce que les conséquences sont moins visibles. Si on ingurgite trop de vidéos YouTube, on va pas prendre 10 kilos instantanément et on va pas souffrir d'indigestion pendant 3 jours. On va se sentir mal, vaseux, mais le lien n'est pas toujours fait entre la cause et la conséquence. Et la conséquence à long terme n'est pas toujours mesurée non plus. On donne énormément de nourriture à notre mental. Et je me faisais cette réflexion l'autre jour en parlant avec une personne qui accorde énormément d'attention à ce qu'elle ingère physiquement, donc en mangeant toujours bio, toujours les meilleurs produits, et qui, de façon très surprenante, ne fait pas de tri, n'a pas cette exigence, cette attention quand il s'agit de contenu intellectuel, mental. Et je trouve que le parallèle avec la nourriture, il est très parlant. Ça permet de voir les choses très différemment et de repenser notre manière de consommer au sens large. Quelle que soit la nourriture qu'on va vouloir donner à notre corps, à nos émotions ou à notre esprit, il y a toujours un temps qui sera nécessaire, et il peut varier hein, selon chacun, selon les périodes, donc un temps qui est nécessaire pour les assimiler et voir aussi si c'est bon pour nous. Est-ce qu'on digère bien? Est-ce qu'il y a une allergie? Est-ce qu'on a trop mangé? Etc. Alors si on n'a pas le choix, on peut toujours prendre du bicarbonate hein, de temps en temps, mais pour ça, il faut déjà avoir identifié le problème. Le bicarbonate mental, eh ben, ça pourrait être la pratique méditative, par exemple. En tout cas, n'importe quelle chose qui permet de laisser un espace libre pour permettre au corps, à l'esprit de digérer tout ce qu'on a ingéré. Tout ce qui va rentrer en nous et ce qui va nous alimenter sur les différents plans, toutes ces informations et ces stimulations, elles ne sont pas anodines. Identifier qu'il s'agit de nourriture mentale, ça permet déjà de sélectionner.
On pourrait imaginer un Nutri-Score, hein, peut-être que vous pouvez vous amuser à faire ça avec les contenus que vous consommez en vous demandant est-ce que ça c'est plutôt du A ou est-ce que c'est plutôt du E. C'est marrant parce que quand on parle de choses concrètes comme l'alimentation, c'est très très clair. Et quand on est sur le monde des idées, quelque chose d'immatériel, c'est pas aussi évident. Donc maintenant, le but, c'est d'aller digérer tout ce qu'on a dit jusque-là. C'est pas simplement de le prendre et dès que vous fermez ce podcast, en écouter un autre. C'est pas de... Voilà, là, vous commencez à être dans un genre de boulimie sur un buffet à volonté du marché du podcast. Donc voilà, merci de ne pas considérer ce podcast comme de la junk food mentale, mais plutôt comme un petit plat qui a été préparé avec amour et qu'il va falloir maintenant mâcher assez longtemps pour pouvoir le digérer convenablement. J'espère que toutes ces idées auront fait sens pour vous, que ça aura nourri votre réflexion, que vous n'êtes pas au bord de l'indigestion après 45 minutes d'écoute. Je vous remercie en tout cas si vous êtes arrivé jusque-là. Pour soutenir mon travail, donc le temps que je prends pour mettre en forme ces idées, vous pouvez vous abonner au podcast évidemment, et puis mettre une forme d'approbation quelconque, des petits cœurs, des petites étoiles, des petits ce que vous voulez, en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez tout ça. Le fait de commenter également permet de rendre ce travail visible. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, ce sera bien utile. Je vais ensuite mettre le contenu résumé de ce podcast sur mon site www.dharmalion.com, sur lequel donc vous pouvez retrouver une bonne partie des podcasts. Une fois que j'ai tourné, une fois que j'ai donné toutes mes idées, je prends le temps en général de faire un petit résumé écrit si vous avez envie d'avoir un support visuel pour voilà, vous réapproprier, vous rappeler, rafraîchir toutes ces idées.